Salut à tous, on se retrouve ce matin pour une petite vidéo FAQ, fort aux questions. Vous avez été plusieurs à m'envoyer quelques questions suite à la vidéo d'hier, donc j'en profite pour partager un petit peu à tout le monde et un peu plus développer les réponses que je pourrais avoir directement en commentaire. Donc, dans les questions, je vais peut-être pas tout reprendre toutes les questions, je vais aller sur celle que je trouvais intéressante de développer. La toute première, c'est sur les exercices en musculation, hein. On a parlé de la musculation. On me demandait quelle répétition, quel temps de repos. Et on me demandait aussi quels exercices. Les exercices, on va en parler après. Alors, concernant le nombre de répétitions et le temps de repos, ça c'est un chouette débat. Et encore une fois, je vous invite vraiment à partir sur deux choses. La littérature scientifique. Qu'est-ce que la science nous permet de savoir pour optimiser nos séances et l'individualisation. Ok. Donc c'est très important d'avoir des bases solides portées par la science et aussi très important, parce qu'on est un peu tous différents, d'avoir entre guillemets son ressenti. Bien que le ressenti, ça peut être un piège, mais surtout d'individualiser ses séances en fonction de ses besoins, peut-être plus. Donc moi, mon nombre de répétitions, là, je pense que la plus grosse partie du temps, j'étais en travail d'hypertrophie. Donc j'étais entre 8 et 12 répétitions. Et puis quand j'arrivais à 12, je chargeais du poids et je redescendais à 8. Et je n'ai pas beaucoup travaillé en force pure. Donc pour vous donner une échelle, entre 1 et 6 répétitions, on est vraiment dans le travail de force, où on va chercher, au-delà de l'aspect musculaire et fibreux, on va vraiment chercher à améliorer la qualité d'information pour recruter les fibres que vous avez déjà. Ok. Donc là, on parle du travail de force. Alors bien évidemment, si vous débutez, il y aura forcément du défibrage, entre guillemets, et donc du gain musculaire. Mais à un certain niveau, on part de ce qu'on a, de la construction musculaire que l'on a, et on améliore la communication entre le cerveau et le muscle. C'est un peu ça l'idée. Donc entre 1 et 6 répétitions, avec beaucoup de temps de repos, parce que votre cerveau, votre information électrique, elle a besoin vraiment de temps pour pouvoir recommencer. Donc là, on va privilégier 3 à 4 minutes de repos. Et c'est des séances qui sont enfin, pas forcément dures physiquement, mais mentalement, il faut vraiment du repos derrière. Vous allez être ouais, fatigué mentalement, c'est vraiment ça. Sur l'hypertrophie, entre 8 et 12 répétitions. Alors les dernières, au niveau de la littérature, ça semble tendre vers 12, c'est un peu plus idéal parce que vous allez faire 12 fois l'information à pousser ou soulever, et ça peut être un peu plus idéal que 8 fois. Mais bon, ça se discute. Moi, je fais en 8 répétitions, puis je monte à 9, puis 10, puis 11, puis 12. Et en fait, on va dire que quand je suis sur les séries de 8, je suis un peu en décharge. Euh, je les passe relativement facilement. C'est plutôt à partir de 10, 11, 12 que ça commence à devenir difficile. Et donc, je travaillais comme ça, voilà, pendant un an. Au-delà de 12, on est vraiment sur de l'endurance musculaire. Et vous pouvez aussi l'exploiter sur des petits muscles pour bien cibler. Par exemple, notamment les épaules, surtout si vous êtes avec du poids libre, plutôt que d'aller compenser avec des mouvements de corps, etc. Il faut mieux partir sur des poids légers, bien isoler les muscles ciblés. Et donc bah, là, pour pouvoir bien isoler, il faut mieux partir sur des poids beaucoup plus légers. Donc là, on peut aller un peu plus longtemps. Donc, moi, j'utilise peu l'endurance musculaire. Je travaille peu en endurance musculaire. Je ne sais pas si je devrais ou pas. En tout cas, en combat ou en sparring, c'est pas là. Euh, je me sens pas épuisé musculairement, rarement. Euh, c'est pas là que je sens le plus de soucis. Mais ça, on va en parler après, parce qu'il y avait une question aussi sur le cardio en MMA. Donc, moi actuellement, je suis entre 8 et 12 répétitions.
Enfin, j'étais sur entre 8 et 12, et là, je pense que je vais entamer un nouveau cycle, et je pense partir sur des séries de 6 répétitions, 5 ou 6. Donc vraiment à la limite entre la force et l'hypertrophie. Mais j'ai l'impression d'arriver sur certains exercices comme j'arrive pas. Psychologiquement, je n'arrive pas à manger pour prendre du poids parce que j'ai un peu le stress après de devoir en perdre ou genre de choses, de refaire un régime un peu drastique. Donc là, j'arrive un petit peu à mon maximum sur la question de l'hypertrophie et je pense qu'il va falloir que je passe sur la force si je veux passer des caps. Voilà, sinon j'aurais continué. Si je m'étais dit je monte, je prends 2-3 kilos, là j'aurais continué en hypertrophie à fond, quoi. Donc là, mon prochain cycle, je pense que ça va être un peu du dégressif, entre guillemets du dégressif, donc avec 2-3 tours de chauffe, 20 répétitions, 12 répétitions, et puis après aller vraiment sur mes séries entre 5 et 6, voire 7 si ça passe. Mais ça va être mon objectif là, des prochaines semaines. Au niveau du temps de repos, alors, ça c'est une bonne question. Quand je faisais de la méthode Lafay, on était sur des séries relativement longues et peu de temps de repos. Ça avait le gros intérêt de travailler aussi son cardio, son endurance musculaire et sa tolérance à l'acide lactique. C'était intéressant. Aujourd'hui, moi, dans mes objectifs, bah, ça dépend. Je faisais des temps de repos relativement courts avant, entre 1 minute 30. J'étais sur 1 minute 30. Moi, j'aimais bien 1 minute 30. Là, depuis quelques temps, vu que je vais vraiment chercher, quand je prends beaucoup de temps de repos après une grosse séance de musculation, je m'autorise des temps de repos beaucoup plus longs, jusqu'à 2 minutes et 3-4 entre chaque set. Donc, je pars du principe, ouais, que quand je vais aller chercher vraiment à pousser, il va falloir que j'arrache tout, même si je dois prendre 3-4 minutes. Et ça va dépendre aussi du groupe musculaire. Donc, si je fais je sais pas, moi, si je travaille sur mes épaules, je vais prendre 1 minute 30 à tout casser, parce qu'après, je me dis, c'est bon, on peut y aller. Quand je travaille sur mes jambes, donc à la leg press, là, par contre, ça me demande tellement d'énergie que je suis plutôt autour de 3 minutes, voire 4. Et, ouais, je suis plutôt là-dedans, quoi. Ça, c'était sur la question répétition, exercice. Encore une fois, comme je vous le dis, il faut individualiser. Si vous rentrez sur des séries assez longues, faites bien attention, voyez sur du long terme, à ce que votre mouvement soit bien effectué. Donc, dès que vous commencez à avoir du poids, à 12 répétitions, et que vous prévoyez de faire ça pendant plusieurs mois, il faut vraiment que votre axe de poussée ou de tirage ou votre placement de coude soit le plus physiologique pour éviter à terme des blessures, hein, tout simplement, hein, des blessures que ça peut être une tendinite ou des choses comme ça. C'est très très embêtant, très handicapant. Et c'est toujours quand vous commencez à voir les progrès, donc au bout d'un certain temps, eh ben, vous le payez parce que vous n'avez pas été vigilant au tout début sur votre placement. Ensuite, quels exos? Alors, quels exos? Il en existe une multitude, c'est incroyable. Euh, on va ranger ça, moi je range ça par famille, et pour moi c'est un petit peu plus simple. Donc j'ai le pull, le tirage, ok? Et ce que j'explique, c'est qu'au niveau enfin non, les trois familles, le tirage, le push, on va chercher à pousser, et leg. Donc leg, ça va être ce que j'appelle le lift, soulever et tout. Donc c'est vraiment sur les jambes, tout ce qui va me permettre. Et puis je classifie aussi tout ce qui va être deadlift, même si on pourrait le mettre dans le pull. Parce que c'est un mouvement qui peut être sur les deux aspects. Voilà, mais en tout cas, là actuellement, je fais du push-pull-leg pour classifier. Donc, ensuite, quand je classifie mes exercices, je les classifie par angle, entre guillemets. Donc, quand je vais chercher à pousser, je pars du principe que je vais avoir plusieurs angles où je peux pousser mon adversaire. Ok, alors là, celui-là un peu moins, mais quand on est au sol, quand on veut se dégager d'une position, quand on veut maintenir un bras ou enlever un bras qui cherche à vous étrangler, vous êtes ou en bas quand on veut défendre un body lock si l'adversaire est dans le dos, vous êtes toujours en train de pousser dans des angles complètement différents.
ok? Et à des amplitudes aussi différentes. Le risque, par exemple, si je vais tirer, je me dis, ah, je vais faire du body lock, je serai ici, je vais travailler que sur ce tirage-là. La réalité, c'est que vos angles peuvent varier. Et ça, c'est une réalité. Donc, imaginons que vous soyez à la cage et que vous avez les deux jambes et que son pied, donc vous voyez, imaginez que je sois bien large comme ça. Il a les jambes bien écartées et je suis sur un double leg et que son pied, je sens qu'il n'est pas bien collé à la cage. Et là, je vais avoir un tirage, alors peut-être avec ça, je vais avoir un tirage, je vais mettre comme ça, avec un seul bras sur son pied, ici. Et donc là, on est sur une vraie largeur, là, ici, ok? Et donc là, on est sur du tirage, par exemple, vertical, on va appeler ça comme ça, ici, très large. Et donc, ça serait dommage d'avoir fait que de la prise serrée si à un moment donné, ce qui va vous permettre d'obtenir le takedown, c'est sur une prise large. Voilà. Et pareil sur les angles. Single leg, je suis ici, il appuie sur ma tête. Je suis sur un serrage, sur une prise serrée. Hop. Je suis ici, j'en sais rien. Vous imaginez le nombre d'exemples qu'il peut y avoir. Double leg comme ça. Et je veux maintenir pour pas qu'il aille dans mon dos. On est sur une prise large. Et inversement vers le bas. Contrôle de poignet ou qui peut être grand ouvert ou pas. Donc vous devez avoir votre amplitude, entre guillemets, vos angles ici d'attaque, en poussée et en tirée, ok, et votre ouverture de bras. Oh, voilà. Et donc, ben, un petit peu à sur toutes les dimensions. Ça complexifie les choses parce que, vous imaginez, donc déjà, si on fait, alors, on va dire, sur tous les angles, celui qui est au-dessus de la tête, 45, 90, donc 90, 135, 180, vous imaginez un petit peu, ça vous fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 angles, je ne sais pas combien, plus le serré, mi-distance et large distance. Vous multipliez ça par 3, on est à 18 exercices juste sur du poussé, juste sur du tiré, vous rajoutez ça, et c'est la même chose pour le pousser, ok, on peut être ici, on peut imaginer à un moment donné pousser par là, voilà. Donc, face à cette problématique, vous n'allez pas pouvoir faire tous les exercices. Par contre, vous devez être capable de pouvoir ne pas vous limiter dans les exercices, ne pas vous dire je vais faire que du tirage serré quand je suis en face pour les body lock et que du tirage large, par exemple, si je suis sur un ankle pick, donc d'aller saisir une cheville. Ok. Donc moi, j'essaye de varier un maximum, enfin un maximum, non. J'essaye de varier régulièrement plutôt. Donc je vais faire, là pendant un temps, j'étais en tirage vertical, assis, serré, hop, puis bien large en horizontal. Maintenant je suis sur du large en tiré, du serré. Je fais du tirage à 45 en machine, et puis je fais ça, je varie je sais pas moi, toutes les 6 semaines, etc. Mais je me limite pas trop, je me limite pas trop. Et puis en plus, bah, ça va réduire un petit peu. Alors, c'est problématique dans le sens où vous avez peu d'indicateurs de progression si vous changez tout le temps d'exo, mais ça vous permet aussi de diminuer un peu le risque de blessure. Donc, faut trouver un juste milieu dans tout ça. Pour en revenir aux exos, donc je fais quasi, comme je vous disais, quasi tout en machine. Alors il y a quelques exos, je fais en charge en poids libre, mais je veux garder un maximum de stabilité. Alors ça, c'était une discussion qu'on a eue et en commentaire et aussi avec mon kiné sur les exercices en musculation qui jouent aussi sur les stabilisateurs. Donc par exemple, en épaule, moi je me mets dans une machine, je pousse, j'ai une stabilité générale qui fait que mes stabilisateurs ne sont pas en train de travailler, mais que je ne travaille que sur le muscle et pas sur les petits muscles stabilisateurs. Donc pour moi, si je travaille sur mes muscles stabilisateurs, je vais souvent devoir décharger. Et donc, c'est mon muscle qui va en pâtir, c'est ma capacité à pousser qui va en pâtir, parce que mon poids ne sera plus faible que... comment dire ça? Plus faible que ce que mon muscle est capable de faire. Donc moi, je fais les deux en fait. Je vais faire vraiment, quand je fais de la musculation, je pousse le plus stabilisé. Et puis à côté, en fin de séance ou en début de séance, et en plus avec les entraînements, je travaille sur les stabilisateurs
que ce soit au Bosu, que ce soit au Swiss Ball, que ce soit sur des exercices un petit peu plus dynamiques, mais je cherche pas de réelle progression. Ma progression, je veux que ce soit du muscle qui se construit et après de l'information qui va permettre de stabiliser. C'est plus l'information stabilisatrice qui m'intéresse. Ça, c'était la deuxième question sur les exercices. Bien se méfier entre le trop spécifique, voilà, c'était ça, et le spécifique. Donc, ne partez pas du principe de genre quel mouvement je fais en MMA que je dois reproduire en musculation. Ça va être une erreur. Partez du principe je fais du muscle qui me servira après pour mes exercices, ma pratique en MMA. Ok. On l'a vu hein, dans la préparation physique, on avait des cyclistes, on les faisait travailler que les jambes, en se disant c'est les jambes qui travaillent, c'est les jambes qui travaillent. Et puis bah, il y en a un, j'en sais rien, moi j'invente, hein, mais qui a commencé à faire des pompes, des tractions, et ils se sont rendus compte que muscler le haut du corps permettait d'avoir une meilleure préhension au niveau du cintre, enfin du guidon, et de mieux transférer la force et d'être beaucoup plus puissant, même si vous étiez moins bon au leg press ou des trucs comme ça. Et la même chose chez les footballeurs. Donc, vous devez avoir ça en tête. Ok, vous êtes un excellent lutteur, vous avez un body lock incroyable, etc. Bossez sur vos, entre guillemets, vos forces, mais n'oubliez pas que le reste va venir encore plus vous aider, que vous ayez plus de force derrière en triceps, va mieux équilibrer, enfin sur plein de mouvements, va mieux stabiliser l'épaule et le buste, etc. Ça, c'est un dernier que je n'ai pas parlé. Le buste, c'est un exercice que je ne fais pas assez, clairement, en termes de rotation de buste. Je me sens pas lésé à l'entraînement, pas lésé en lutte, donc ça n'a jamais été un réel besoin. Mais je pense que je passe à côté de quelque chose. Et ça, je vais l'incorporer dans mes exercices, surtout qu'on a des machines de rotation de buste qui sont vraiment très bien en termes de réglage et où je vais pouvoir faire de la progressivité. Donc ça, je vous tiendrai au courant là-dessus. Ensuite, troisième question, c'était sur le cardio. On me demandait, oui, sur le cardio, donc le foncier, ok, les spécifiques, donc les circuits spécifiques MMA où tu te donnes à fond, comme si c'était un combat de MMA, ok, mais est-ce que en combat, la réalité, c'est pas d'avoir un bon cardio, c'est pas de gérer un peu son effort et de contrôler où va se passer le combat. Alors, bien évidemment, vous devez différencier votre cardio physiologique, ce que votre corps est capable de produire en énergie pendant un certain laps de temps avec un certain temps de repos à des moments donnés, et votre cardio, entre guillemets, MMA, votre capacité à gérer un combat de MMA sur le plan cardiovasculaire. C'est deux choses différentes. Donc, à l'entraînement, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est on se prépare au pire. On se prépare au pire. Euh, Vous n'êtes pas là pour briller à l'entraînement, vous êtes là pour briller au combat. Donc, votre musculation, vous êtes là pour que, comment dire ça, le poids soit plus fort que vous à un moment donné. Ok. Si vous êtes toujours, bah, les 12, c'est trop facile, bam, 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 etc. Non, moi, je vais sur des trucs où à la fin, l'attraction, elle est plus forte que moi. J'y arriverai pas plus. En sparring ou le genre de choses, je veux me mettre dans le rouge. Ok? Je veux me mettre dans le rouge, je veux vivre ce que j'ai pas envie de vivre en combat, tout simplement. Hier, j'avais un élève qui dit ouais, quand on commence dans le dos, c'est les crochets au centre parce qu'il veut se mettre en triangle. Je dis, tu t'en fous, il veut prendre, mets-le, mets-toi dans la difficulté. N'hésitez pas à le faire. Euh, c'est pas grave en soi, c'est pas grave. Mettez-vous dans une situation plus compliquée et apprenez à la défendre pour qu'elle ne se produise pas en combat. Et même si vous faites étrangler, vous verrez la dangerosité de vous faire prendre le dos et vous refuserez peut-être l'étape d'avant d'avoir quelqu'un qui s'installe. C'est comme ça. Donc cardio-physiologique, vous allez bien évidemment chercher à augmenter vos capacités et pulmonaires et cardiaques à l'entraînement. Par contre, en combat, vous allez gérer votre combat pour
être le moins en déficit énergétique que votre adversaire. Donc ça passe par plein de choses. Par exemple, vous allez décider de la direction du combat. Si vous êtes un bon grappleur, vous allez le mettre au sol, le fatiguer. Non, vous allez le mettre au sol, c'est là où vous êtes le meilleur. Vous allez pouvoir, au-delà de la direction, créer chez votre adversaire du déficit énergétique en le fatiguant, en appuyant sur sa cage thoracique si vous êtes au-dessus de lui, en faisant beaucoup de feintes pour le mettre toujours en réaction, en vous déplaçant beaucoup si vous êtes léger sur vos appuis. Il y a plein de petites astuces comme ça. Et dans la capacité aussi à gérer votre énergie, vous avez une technique. La technique va vous permettre de moins utiliser la force. Et donc, plus vous êtes technique, plus vous allez savoir si vous pouvez passer en force votre mouvement ou si vous risquez de vous épuiser pour rien. Gardez bien ça en tête. Et la dernière question qui est revenue 2 fois, c'est étrange, hein, des fois la vie elle est faite pas de hasard, mais de choses comme ça, de coïncidences, voilà, de coïncidences. Donc 2 fois on me pose la question sur la stabilité et sur les stabilisateurs dans les exercices, et 2 fois on me pose la question dans la même journée sur le choix entre commencer. Alors, c'est 2 personnes qui ont la possibilité soit de faire de la boxe thaï, soit de faire de la boxe anglaise. Mais ils doivent se décider sur leur planning. Et ils me demandent quel est le meilleur sport entre les deux. Je pense pas être de bons conseils parce que moi je suis assez fan de la boxe anglaise. Euh, il y a plein d'exemples et de contre-exemples. Moi, personnellement, je trouve que la boxe anglaise, c'est super intéressant. Vous allez avoir une bonne stabilité, vous allez avoir une bonne capacité à mettre des patates, tout simplement. Euh, ouais, quand on regarde ceux qui performent au haut niveau, là, ce week-end, on a Dustin Poirier, Justin Gaethje, c'est deux excellents boxeurs, même si ils viennent pas que de ça, mais ils ont fait le choix d'aller vers vraiment la boxe anglaise. Euh, on en a plein. Ilia Topuria, qui est plutôt un lutteur grappleur, là, il a fait un gros taf sur sa boxe anglaise, c'est magnifique. Ce week-end, il y avait Nathaniel Wood aussi, qui bosse beaucoup sa boxe anglaise. Dans tous les cas, les meilleurs boxeurs, là, les 4 que j'ai énoncés, ce sont des boxeurs qui ont rajouté par contre les low kicks et surtout les calf kicks. Ça, il faut pas le négliger. Donc, la boxe anglaise, c'est très bien, mais il va falloir se préparer aussi à faire face à des kickboxers et aussi à utiliser vos kicks. Et, euh, et ça, vous pouvez le faire en cours de MMA, bien évidemment. Donc, et puis de l'autre côté, il y a des contre-exemples. Des mecs qui viennent du kickboxing. Adesanya, c'est le meilleur exemple. Pereira et tout. On en a plein. Et qui performent au taquet. Ou Leon Edwards. Excellent aussi. Enfin, il y a plein de contre-exemples sur la qualité du kickboxing et la capacité du kickboxing à vous emmener loin. Enfin, kickboxing, j'entends bien évidemment boxe thaï aussi, hein, mais à vous emmener réellement loin. Le piège par contre avec la boxe thaï, c'est si vous allez vraiment sur de la boxe thaï très traditionnelle. Boxe thaï très traditionnelle, ça a un léger petit défaut, c'est que c'est un kickboxing qui est aussi régi par des règles euh, et, euh, et par des règles qui peuvent être un peu différentes de ce qu'on peut retrouver en kickboxing ou en MMA. Ok? Et donc, si vous faites de la boxe thaï, n'oubliez pas de travailler sur vos déplacements latéraux, travailler sur votre distance, qu'on voit un petit peu plus en kickboxing, type enfin K1 et encore. Mais voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Le jeu de jambes est beaucoup moins développé, sauf chez les très bons combattants de boxe thaï. Mais vous avez l'idée. Donc faites plutôt celui qui vous plaît le plus. Faites plutôt celui qui vous plaît le plus, je dirais. Mais faites bien attention à... Dans la boxe thaï, à pas aller trop loin. Un petit peu comme avec le jiu-jitsu brésilien. Le jiu-jitsu brésilien, c'est excellent, mais il y a un moment donné où le kimono, où les règles font qu'on peut s'éloigner de ce qui va vous être utile pour le MMA. En boxe anglaise, c'est difficile de s'éloigner, quoi. Je vois pas trop de manière de combattre qui vous permettra pas de performer en MMA. Donc c'est pour ça, moi personnellement, j'ai vraiment basculé ma pratique beaucoup plus sur la boxe anglaise. J'en fais
Ouais, c'est ce que je fais le plus. Je fais toujours un peu de kickboxing, mais plus kickboxing hollandais. euh, à côté, et puis de la boxe thaï de temps en temps pour le plaisir, parce que j'adore ça aussi, hein. Mais voilà, c'est comme le jiu-jitsu brésilien, j'ai complètement arrêté. C'est des sports qui sont passionnants, hein, et je sais que je dois faire bien attention aussi. Je sais que si je mets le pied dedans, je vais encore vouloir, je vais replonger dedans aussi, un peu comme une drogue, quoi. Mais en tout cas, je reste moi sur ce que je pense le plus intéressant en termes de progression, sur les activités annexes. C'est pour moi la lutte, et la lutte folk style en priorité. Pas la lutte libre, je trouve qu'il y a trop de règles qui régissent la lutte libre, qui sont un peu moins intéressants en MMA. Donc je fais la lutte folk style, la boxe anglaise, que je trouve voilà, vraiment exceptionnelle pour le MMA, et quand vous combinez votre boxe anglaise avec votre lutte, c'est incroyable. Le grappling, j'ai vraiment complètement délaissé. C'est peut-être une erreur, mais je trouve que les frappes changent tout dans la dimension du grappling. Dès que vous mettez des frappes, c'est complètement différent. Et le grappling a fort tourné vers tout ce qui est clé de cheville, clé de talon. Et actuellement, bah, je trouve ça intéressant, mais je pense quand même que, enfin, on l'a vu bah, par exemple avec, avec Topuria contre l'excellent grappleur, le 50-50, j'ai oublié son nom, non, je me rappelle plus, Ryan quelque chose. Bah, voilà, il s'est pris une patate, quoi, et puis c'est terminé. Donc, je développe sur de trucs complètement différents. Mais en tout cas, s'il y a une dernière chose sur les disciplines annexes, gardez toujours en tête que votre discipline annexe, elle doit d'une quelconque manière servir votre MMA. En priorité, servir votre MMA, parce qu'à un moment, vous risquez d'avoir des regrets. Je dis ça entre guillemets. Si vous voyez en train de faire du MMA et que vous plongez dans une discipline, vous allez oublier les autres aspects et ça va être très très difficile de revenir sur votre discipline principale. Voilà, voilà les amis, j'espère que j'ai répondu à vos questions. J'ai encore tenu pas mal de temps. J'espère que ça va pas être trop long la vidéo. Je vous remercie beaucoup pour les retours, ça fait super plaisir. Euh, Écoutez, j'ai une vidéo là que je vais essayer de faire. Peut-être pas tout de suite, je pars quelques jours en congé. Ça va être une question qui revient souvent, c'est sur prendre de la masse quand on est vraiment maigre. Il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question-là. C'est vraiment un truc. Vous devez le savoir si vous êtes relativement maigre, si vous êtes jeune et que vous avez un grand pic de croissance, etc., et que vous voulez prendre de la masse. C'est pas quelque chose de facile. C'est vraiment pas quelque chose de facile. Et le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, les gens vous diront, bah, t'as juste à manger plus. Ouais, ok, bah, bien évidemment, c'est le principe de base, mais il y a plein de petites choses qui vont faire que ça va être difficile de prendre de la masse. Et ça, je vais vous en parler sur la stratégie à adopter pour prendre de la masse quand vous êtes très maigre. Tous les pièges qui existent qui peuvent vous faire rater, ok? Et il y en a plein. Il y en a plein, des petits trucs, des croyances, plein de choses. Et donc ça, on va en parler. Je vais faire une vidéo là-dessus. Mettez-moi en commentaire si ça vous plaît comme sujet, comme ça je vais le faire plus rapidement. Et oubliez pas, bah, abonnez-vous, mettez un like, enfin surtout les commentaires, moi ça me fait surtout plaisir. Si vous avez besoin de plus d'infos, bien évidemment, vous pouvez me contacter sur Instagram aussi, je suis assez actif. Et voilà, je vous remercie encore tout le monde. Ciao, ciao, hein.